Bonsoir. Tout d'abord, je vous remercie d'être présent ce soir pour cette rencontre avec Stéphane Spar dans son exposition. Donc, c'est un plaisir de t'accueillir au milieu de ton travail. Et donc, on va pouvoir passer un petit temps ensemble pour parler de cette exposition, mais aussi parler de toute ta démarche, peut-être parler aussi de ta démarche photographique, mais aussi peut-être de ta démarche professionnelle, en tout cas de comment tu es arrivé à la photographie, pour te connaître un peu plus et pour entrer un peu plus dans ton travail. Alors naturellement, comme d'habitude, il ne faut pas hésiter à rebondir. Vous pouvez me couper, vous pouvez nous couper, rebondir, poser des questions, ce qui fait qu'on peut avoir un entretien qui peut être plus vivant et plus animé. Merci aux lycéens de la Providence, je suppose, qui sont là. Ils sont arrivés, ils sont pas tous, ils sont tous là. Ceux qui étaient au café sont non, non, parce que j'ai vu l'avant-garde, ils étaient que 3, j'ai vu les autres, ils sont voilà. Voilà, donc en tout cas, merci, parce que c'est pour nous important toujours d'avoir. Il y a une école de photographie à Saint-Dié, donc avoir les élèves de l'école de photographie pour une rencontre avec le photographe invité, c'est toujours important pour nous, et puis avoir aussi un regard qui est aussi plus jeune, plus distancé aussi, voir aussi comment ils perçoivent ce travail, qui est déjà un travail à ton niveau mature, parce que ça fait quand même, on voit, ça fait un moment que tu pratiques comme la photographie, et on voit que c'est déjà un long travail, et un travail de grande qualité. Alors tu nous viens de pas loin, puisque tu as juste passé le col, tu nous viens de la vallée de la Bruche, hein, c'est ça? Oui, oui, voilà. Donc je te laisse la parole pour te présenter un petit peu, et puis présenter peut-être déjà nous dire comment tu es arrivé à la photographie. Alors bonsoir. Comment je suis arrivé à la photographie? Alors, je viens de la vallée de la Bruche. Tout le monde connaît, bien sûr. Et ça fait une vingtaine d'années que j'habite. Je suis originaire de la vallée de la Bruche. Je suis parti à Strasbourg vers l'âge de 17 ans pour faire un apprentissage. Et je suis revenu à 40 ans pour m'installer dans la vallée de la Bruche, pour construire une maison atelier. Voilà. J'ai fait une scolarité qui était assez moyenne, voire médiocre. Et j'ai été passionné par la photographie dès mes 14-15 ans, voilà, attiré par ce médium. Voilà. Oui, alors attiré par ce médium. Alors sur quel support, par quel support, quand tu dis attiré par ce médium? T'as eu un appareil, tu as commencé à travailler, ou c'est la rencontre avec des images que tu as vues, ou voilà? Alors, oui, très curieusement, c'est d'abord l'appareil qui m'a fasciné. Je ne sais pas pourquoi, c'est la mécanique de l'appareil, le fait de pouvoir regarder, observer aussi les choses. Et puis, dès le premier film, dès la première planche contact, je me suis rendu compte que finalement, on pouvait tout mettre sur un film, des fleurs, des plantes. Ouais. Et l'apprentissage, alors tu parles de la première planche contact, donc tu as fait l'apprentissage de la photographie, tu es allé dans un club, dans une énergie, tout à fait. J'avais la chance qu'à la Claquette d'où je viens, il y avait un foyer d'amitié internationale et un labo photo qui était... Oui, parce qu'à l'époque, il fallait un labo, on travaillait en Argentine. Absolument, oui. Donc, ce labo était tenu par un électricien de l'entreprise Stenel, qui était un passionné de photographie, et qui m'a vraiment appris l'ABC du développement et du tirage. Et pour la prise de vue? Prise de vue, pas trop, on était un peu en roue libre, on ramenait les films et on les développait sur place, quoi. Prise de vue, je crois que c'est quelque chose qui doit être individuel à un moment donné. Et puis, oui, une fois que tu connais, voilà, tu as dans l'œil les grandes règles de composition, après c'est toi qui... Ou les grandes règles techniques. Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Et donc, tu as d'abord fait de la photographie en professionnel avant... tu as allié les deux, ou c'était en parallèle? Voilà.
Alors, Comment ça s'est passé? Parce qu'après, tu as eu une partie professionnelle sur la photographie. oui, j'ai été principalement photographe professionnel sur Strasbourg, installé sur Strasbourg, avec des clients strasbourgeois, en Suisse, etc. Des gens qui m'ont envoyé un peu partout dans le monde. Puisqu'à l'époque, contrairement à aujourd'hui, il y avait quand même une demande de grand savoir-faire. On travaillait d'une part en argentique, en grand format. C'était des choses qui étaient très coûteuses. Et puis, il y avait une expertise qu'on demandait aux photographes. Donc moi, j'étais vraiment spécialisé en photographie d'architecture. Découlé de ça, la photographie donc architecture extérieure, ensuite l'architecture intérieure. Après, j'ai travaillé avec des gens comme Bultaup. Quand je travaillais pour un hôtel, j'avais le cuisinier qui me demandait mais est-ce que tu pourrais faire une photo de mes plats? Donc je me suis intéressé à la photographie culinaire. Donc finalement, j'étais une espèce de couteau suisse et j'ai fait pas mal de choses. Avec des clients qui m'envoyaient partout dans le monde pour photographier des références. Voilà, alors ça, c'est intéressant, intéressant que tu dises ça, parce que puisqu'on a des jeunes qui sont en formation de photographie, il y a quand même, après cette formation, la question des débouchés en photographie. Donc ça existe encore. Même si on n'est plus en argentique, ça existe encore en termes de en numérique. Oui, alors il y a quand même encore je veux dire par là, des commanditaires privés qui ont besoin d'un œil et d'un photographe et de quelqu'un qui soit capable de leur faire une image correcte par rapport à ce qu'ils souhaitent, non? Je sais pas, moi je pense, là-bas, pas loin de chez toi, il y a Bugatti. J'imagine que Bugatti, il a besoin d'images, quoi. Et comment il fait? Alors il y a son photographe. Oui. Bah, si tu veux, par rapport à ça, et je ne veux pas être négatif, au contraire, mais je pense que le métier a radicalement changé. Moi, on m'envoyait au Japon parce que pour faire des photos pour un client, voilà, je savais utiliser des filtres de correction, j'avais un thermocolorimètre, on en avait très peu à l'époque à Strasbourg à en avoir, etc. Donc il y avait vraiment cette expertise. Aujourd'hui, je pense déjà c'est un peu plus simple de faire des images. C'est-à-dire qu'on voit tout de suite ce qui est bon, ce qui est pas bon. Je ne parle pas du regard, hein. Je parle de l'aspect technique. Avant, on avait ce qu'on appelait l'image latente. On faisait des films, on savait pas ce qu'il y avait enfin, on savait ce qu'il y avait dessus, on assurait. Mais c'était que au retour, 15 jours, 3 semaines après, qu'on avait des résultats. Donc il fallait être pointu et super sérieux. Aujourd'hui, que ça soit avec un iPhone ou un appareil numérique sophistiqué, on voit grosso modo tout de suite le résultat. Et d'autant plus qu'on peut corriger après. Avant, on ne pouvait pas du tout corriger. Donc ça, c'est sur l'aspect technique. Après, pour répondre vraiment à ta question, pour moi, tous ces clients ont disparu. Clairement, Messi Bugatti, ça fait 10 ans que je n'ai pas travaillé avec eux. Klestra-Hausermann sont passés de leader mondial à peut-être existe-t-il encore en France. C'est leur informaticien qui fait les photos. Donc, on est arrivé à quelque chose qui est... je pense d'abord qu'il y a un problème de moyens financiers. Oui, j'allais dire un rapport économique. Donc, si on peut gratter quelque part avec l'apport du numérique, on le fait là, quoi. En se disant que tout le monde est capable de faire quelque chose de moyennement bon, et puis ça suffit, oui. ça convient pour tout le monde, quoi. Oui. Et puis surtout, le support, l'exigence du support. Pour faire une couverture pour une plaquette, dans les années 80-90, on avait besoin en A4, dans un format A4, on avait besoin d'un hecta 4.5. Oui, ensuite, on a eu besoin d'un hecta 4.5, c'est une photo qui fait 10 cm par 12, comme original. Ensuite, on a eu besoin d'un 6.6. Aujourd'hui, on arrive avec pas mal de post-production à faire une image qui est correcte. Mais c'est surtout le flux des images qui est différent. Il y a de moins en moins de choses qui sont imprimées. Il y a beaucoup plus de choses qui sont dans des flux type Instagram, site internet. Donc on est dans de la basse résolution et surtout c'est le flux, les gens consacrent beaucoup moins de temps à regarder une image. Oui. Alors après c'est le statut de l'image, mais là on va y revenir effectivement, et on va revenir à travers une expo comme ça. C'est-à-dire que beaucoup
beaucoup de personnes, beaucoup de gens font des images et puis comptabilisent plutôt les followers qui correspondent à cette image plutôt que de regarder l'image même. C'est-à-dire que voilà, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de il y a une espèce d'utilisation de l'image qui est complètement dévoyée. Enfin, je veux dire, voilà, en tout cas, qui est très dans le temps, puisque c'est aussi une question de temps, la photographie, et qui là, dans le temps, ne perdure pas du tout, et très, 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 très éphémère, quoi. Oui. Voilà. Ah oui. Et parce que j'avais reçu des collégiens, des collégiens sur l'Artothèque. On avait un peu parlé de la même chose, et je leur demandais, j'avais posé la question, je leur disais, mais attendez, vous regardez sur un réseau un des réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook, vous voyez quelque chose qui vous intéresse. Je dis, ah, vous voyez une image qui vous intéresse. Mais qu'est-ce que vous faites une fois? Vous dites, ah oui, c'est bien. Elle me dit, oui, ça m'intéresse, c'est bien. Je dis, vous faites quoi après? La réponse globale, c'est, eh ben, je passe à la suivante. C'est pas, je regarde qui a fait l'image et de me dire, mais cette image, elle est bien, elle m'intéresse. Est-ce que cette personne qui a fait cette image, elle en a fait d'autres? Et on va creuser un tout petit peu plus pour connaître l'artiste, parce que je dis, mais vous retournez à l'artiste? Non, non, on passe aux autres images. Donc, oui, c'est beau, ça m'intéresse, mais ça va pas plus loin. On va pas creuser un peu plus pour aller essayer de retrouver qui a fait l'image. Et qui est derrière cette image, et voir s'il y a des images qui ont été faites aussi intéressantes, et si derrière cette image-là, il y a toute une démarche, une volonté, une création, quoi. Absolument. Pardon, j'ai cru que c'était monté. J'ai censé l'avoir. Oui, là tu parles vraiment de quelque chose qui, moi, me tient à cœur, c'est l'univers du photographe ou l'univers de l'artiste. C'est pas juste une œuvre, c'est pas juste une image. Voilà. Oui, c'est ça. Et ce qu'on nous donne à voir aujourd'hui, bien sûr, on peut aller chercher un peu plus loin, à partir du nom, du prénom de l'auteur, s'il a un site. Oui. Mais généralement, cette image, elle est dans un flux. Elle est dans un flux, une fois de plus. Voilà. Et donc l'univers, puisque tu parles de l'univers de l'artiste, ici dans cette salle, pour cette exposition, tu nous présentes une toute petite partie de ton univers. Mais en même temps, cette petite partie, elle concerne, en regardant ces grosses sommes qu'il y a dans ce catalogue-là, cette toute petite partie-là, elle condense aussi tout ton univers. C'est une petite partie, mais elle parle du tout. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que on a ici, par exemple, des photos de paysages, on a des photos aussi qui nous renvoient à l'espace et tout ça. Et en fin de compte, ces photos-là, elles sont des photos d'un univers très proche. Donc, être capable, au niveau de la photographie, justement, et c'est ça qui devient magique avec ton travail, c'est qu'avec très peu de choses, avec des choses très très proches, être capable d'être à travers ta création dans un autre monde, dans un monde complètement différent, en tout cas être capable de nous porter sur le rêve et sur la poésie. Moi, j'aime bien raconter des histoires dans mes images. Sur cette série qui s'appelle Méliès, c'est partir d'une table de jardin que j'étais en train de nettoyer, et je me suis dit, mais c'est tout à fait... c'est autre chose, on me donne à voir autre chose. J'ai pensé tout de suite à un univers, à une planète, de par la forme, etc. Et j'ai fait une espèce de parodie aussi de l'imagerie que l'on connaît, avec des phases de lune, etc. Voilà, c'est raconter des histoires. Ici aussi, enfin ça, on pourra peut-être en parler plus tard. Mais moi, ce que je trouve intéressant aussi dans ce lieu, dans cet espace aujourd'hui à Saint-Dié, c'est d'arriver quand même à montrer à la fois des paysages, à la fois, ce qui moi me tient à cœur, c'est la photographie documentaire, qui est, ou presque pour la définir en deux mots, c'est le photographe, comment dire, disparaît presque devant le sujet. Et c'est réduit à quelque chose qui est essentiel. Il n'y a pas d'éclairage sophistiqué, on a un fond blanc, on montre l'objet, et on est dans le multiple. Voilà. Il y a ça, ensuite il y a les images, ce que j'appelle les images d'atelier, donc Méliès, ce qui est derrière moi, et puis effectivement des paysages aussi où j'interviens avec de l'éclairage. Voilà. Alors presque paradoxalement,
quand tu parles de cette série qui provient du musée, du musée zoologique, où ton intervention est quelque part est assez minimaliste, on va le dire comme ça, c'est peut-être là où, quelquefois, en restant longtemps devant ces images, et il y a quelque chose de plus fort, je dirais pratiquement au niveau de l'anthropomorphisme qui intervient. C'est paradoxal. Hein. C'est-à-dire que plus tu es minimal, plus il y a l'arrêt avec très peu d'intervention, plus je trouve qu'il y a une relation qui se noue avec nous, avec l'humain. Ça marche aussi beaucoup, je trouve, sur toute la série des lampes et tout ça, la série toutes ces séries d'objets que tu installes, que tu mets par série, quoi. Alors, oui, c'est assez difficile d'en parler. Bon, c'est pas moi qui suis intervenu sur le fait de les mettre sous film, sous plastique, et c'est dans cet état de conservation. Je trouvais intéressant aussi avec cette série, de réfléchir à comment on voit la nature, comment on voit les autres espèces, puisqu'on en fait partie. Et c'est aussi ce classement, on répertorie les choses, enfin c'est assez particulier. J'ai aussi voulu jouer, parce qu'il y a 1 ou 2 singes dans la série qui font penser que c'est un être humain. Voilà, donc j'aurais pu mettre un crâne humain, j'en avais à disposition. Donc voilà, c'est un jeu aussi qui interroge. On est sur une vanité quand même. Aussi, on est un peu dans cet esprit-là. Ouais. Donc c'est quand même, voilà. Maintenant, c'est une série qui nous interroge quand même sur notre finitude, sur la mort, sur ce qui reste après la mort, sur notre trace, la trace des animaux. Voilà. Oui. Et après, alors j'aurais pu faire, là il y a une trentaine d'images, généralement c'est des séries de 32 pièces. J'aurais pu faire 4 pièces ou 3 pièces, un triptyque pour qu'on comprenne la chose. Mais à un moment donné, je trouve que c'est intéressant d'aller encore plus loin. C'est la somme qui est importante et qui fait, entre guillemets, œuvre. Là, pour moi, ça c'est important. C'est pas juste faire une image qui serait noyée dans un flux d'images, pas du flux d'Internet, mais du flux de mon travail. C'est finalement, l'image, c'est la totalité de toutes ces pièces. C'est ça, oui. Ouais. Mais en même temps, tu es sur un aspect créatif et photographique. T'es plus du tout sur l'aspect scientifique, c'est-à-dire qu'on ne sait pas où est le chevreuil, on sait vraiment le singe, on peut le deviner, mais après on ne sait pas trop. Si dedans il y a des animaux d'Afrique, des animaux européens, voilà. Donc on reste sur la plastique de l'objet qui est photographié. Ouais. Et puis, bon, j'ai eu la chance aussi d'être dans ces réserves, et chaque chose est comme ça. Les insectes, c'est pas une planche avec un papillon, c'est quand je dis une planche, c'est un coffret, il y a 50 fois le même papillon. Alors après, ça a du sens pour les chercheurs, scientifiquement, parce que chaque papillon est répertorié à tel endroit, à telle période de l'année, etc. Après, pour un photographe, ou quelqu'un de totalement extérieur au monde scientifique, c'est impressionnant. Et puis c'est des armoires et un grenier complet. Oui, il se passe quelque chose. Ouais. C'est impressionnant d'ambiance, de lumière, voilà. C'est tout ça. Ouais, tout ça. Alors par contre, sur la série, après, quand on est sur la série là, des paysages, où là on est complètement minimaliste, on va dire au niveau, sur la première série, là on est minimaliste avec des crânes et tout ça, au niveau lumière, c'est pas du tout le cas sur l'autre série. Là, est-ce qu'on glisse vers de la photographie plasticienne? Est-ce qu'on peut l'appeler comme ça? Oui, pourquoi pas. Est-ce que c'est dans la filiation des pictorialistes? Je vais jusque-là. Ouais. Alors, moi, ce qui m'intéressait dans cette série qui s'appelle Les Clairières, en somme, c'était de revoir la notion de clairière, qui est un espace où la lumière est importante. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de venir avec ma propre lumière. Donc, je pouvais choisir les endroits où je voulais travailler, qui souvent sont des endroits assez quelconques. C'est pas des grandes forêts, c'est pas des
des lieux mythiques, c'est des bords de route dans la plupart des cas. D'autant plus que j'ai beaucoup de matériel avec moi quand je travaille. Là, il y a une grosse batterie qui fait une douzaine de kilos, il faut un escabeau, plus le matériel d'éclairage. Et ce que je voulais aussi montrer dans cette série, qui fait une dizaine de pièces à peu près, c'était d'être un peu dans l'étrangeté, dans le familier inquiétant, et la lumière, en somme, il y a tout un travail aussi qu'on appelle de post-production, qui me permet d'être de raconter une histoire, parce que c'est un mensonge, ces images n'existent pas, c'est que rien n'existe pas. Oui, c'est que rien n'existe pas, si lumière n'existe pas. Donc non, après, voilà. c'est toute ta projection, enfin, mais c'est toute ta création, quoi. Enfin, voilà. Mais dans tous les cas, dans cette série, oui. Voilà. Oui. Contrairement à l'autre série avec l'espèce de diptyque, en somme, c'est les mêmes lieux. J'aurais aussi pu faire une clairière dans 6 lieux. Il fallait que ça soit approprié, mais j'aurais pu aussi le faire là. C'était à une autre période. Mais je suis toujours dans mes paysages, dans quelque chose que je souhaite un peu dérangeant. Alors, voilà. Ce travail de lumière, enfin, alors il se fait comment? Il est empirique. Enfin, il se fait quand tu arrives sur un lieu comme ça, donc tu l'as installé, comment tu cherches, comment ça fonctionne? Tu peux nous en dire un peu plus? Alors d'abord, photographe, c'est se poser à un endroit. Par rapport au paysage, c'est aussi se poser à un endroit, qu'on soit même peintre ou graveur. Il y a toujours ce point de vue qui est extrêmement important en image. Et ensuite, c'est définir là où on va mettre l'éclairage. Voilà. C'est essayer d'être le plus naturel et possible, en même temps sans l'aide, parce qu'on est ici sur une lumière qui est rayonnante. Ça, je pense que c'est important quand on regarde les images. C'est pas un rayon de soleil qui arrive dans l'image. C'est une lumière qui est sur 360 degrés, donc d'où son côté un peu inquiétant. Surtout que la source a disparu. Voilà. Moi, ce que j'aime bien, c'est mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une espèce d'incompréhension, il pourrait y avoir un personnage central, enfin, pour moi, c'est de l'ordre de l'apparition. Oui, c'est ça. Oui. C'est tout ce qui est sous-entendu avec cette lumière. Enfin, et ce qui va créer aussi chez le lecteur, je parle de lecteur dans les images, le spectateur, le lecteur, c'est ce petit malaise. Oui, qui m'intéresse. Oui, le petit malaise, le petit moment, c'est-à-dire que forcément une image, ce type d'image, elle repositionne complètement le spectateur ou le lecteur, et effectivement, et elles sont quand même, c'est justement par cette lumière, elles deviennent un peu magnétiques, c'est-à-dire qu'on dit, bah, ouais, c'est beau, mais on comprend pas trop, mais comment ça marche. Et donc, effectivement, ça nous repositionne par rapport à ce lieu, et ça nous fait nous décaler par rapport à l'image, parce qu'on a plein d'images mentales aussi, par rapport aux images mentales qu'on a de la carrière, effectivement. Et c'est des choses qui appartiennent à chacun. C'est les histoires d'enfance, c'est Domingue Guerrer qui disait qu'il fallait terroriser les enfants. Je ne sais pas forcément. Oui. Moi, je trouve que c'est. Ça dépend comment on les terrorise. Oui, avec des bouquins, bien sûr. Des bouquins avec des brigands. Oui, mais même quelquefois. Bon, après, voilà, ça c'est une discussion complètement. Mais effectivement, c'est tout cet imaginaire-là qui permet de. C'est bien parce qu'on a tout ça qui permet de rentrer dans ces images, de voyager avec ces images parce qu'on transporte avec nous aussi tout ça. Absolument. Et c'est là que la jonction se fait avec ton travail, avec ton imaginaire. Ouais. Moi, j'ai des gens que j'ai retrouvés devant des images sur des salons, par exemple, ou lors d'expositions, qui étaient devant et qui me disaient j'étais les voir parce qu'ils étaient vraiment en arrêt et ils me disaient c'est très très beau, mais jamais je pourrais mettre ça chez moi. Ça m'est arrivé plusieurs fois et je trouve ça intéressant. Oui. On a le même rapport avec avec tout élément visuel. Moi, j'adore Francis Bacon. Oui.
Bon, de là à avoir un Francis Bacon tous les jours dans mon salon, bon, j'aimerais bien, mais je suis pas sûr que la famille accepterait Oui, complètement le peut-être. truc. Et bon, voilà. Bon, alors après, voilà, Velikovic, je sais pas si vous voyez, si tu vois ce que c'est, un mec qui court avec la tête coupée. Oui. Bon. Alors plastiquement, c'est super magnifique, et quand on voit ce genre de, c'est magnifique. Mais effectivement, c'est là voilà, où la force de la création dépasse simplement le fait d'avoir quelque chose chez soi qui change un peu de statut, parce que quand il est chez soi, effectivement, on n'est plus dans un musée, donc il glisse un tout petit peu vers la déco, entre guillemets, enfin, vers l'intime. Il y a une intériorité. Une intériorité, et donc on n'accepte pas forcément la même chose. Alors ça me permet de rebondir sur la peinture, effectivement, et de dire, mais quel est ton rapport avec la peinture? Est-ce que, puisque tu es sur la lumière, sur des choses comme ça, et quand je parlais des pictorialistes tout à l'heure, leur travail, c'était au départ d'imiter, de trouver un statut à la photographie en imitant la peinture, les beaux-arts. Quelque part, il y a eu de ça aussi, tout en ayant un langage autonome quand même. Voilà. Bien sûr, il y a une influence de la peinture. Très certainement, quand on regarde le radeau de la Méduse, qui est un instant dramatique, on se rend compte qu'il y a de lumière qui est absolument magnifique, qui est en train de frapper ça rend mieux de l'alcoolisme. et ça, c'est quelque chose qui me... Il y a une théâtralisation. Oui, dans mon travail et dans ces images, il y a vraiment une théâtralisation par la lumière. Quand je ne mets pas les choses sous cloche. Après, il y a ça. Après, il y a aussi, et là, on retrouve peut-être la peinture, pas avec ce travail, mais avec d'autres, avec des gens comme Morandi, avec des choses qui sont très simples. Très simple. Moi, il y a une série que j'appelle Le Morandi du dimanche. C'est vraiment ça. C'est un hommage total à Morandi. C'est un support horizontal, une table, un mur et des objets du quotidien. Oui, parce que surtout, des choses, oui, la Morandi, quoi. Voilà. Ouais. Et une lumière qui justement là n'est pas théâtrale, en fait, dans le pur esprit de Morandi. Oui, bien sûr, il y a une influence de la peinture, oui. Et tu te sens dans un courant par rapport à ça, en photographie ou pas? Je ne me sens pas trop dans un courant. Quand je vois ce qui se fait aujourd'hui, et pour la première fois de ma vie, je vais aller aux rencontres d'Arles. C'est plutôt pas mal. Il était temps. Et j'ai pas l'impression du tout d'être dans le courant de la photographie actuelle. Voilà, pour un peu avoir regardé ce qui se passe dans les galeries d'art, au niveau international, j'ai fait un peu mes recherches. Oui, moi ce que je vois, on n'est pas trop dans cette... Voilà, je comprends, on n'est pas trop dans cet esprit-là. Ouais. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Non, tu es dans la sincérité. Voilà. Je suis dans mon univers et voilà. Alors le rapport au temps, parce que les choses un rapport au temps aussi, quelque part tu figes complètement les choses en fin de compte. Donc, mais en même temps elles sont figées, mais c'est comment c'est... Oui, elles sont figées. Parce que les choses sont en instance, elles sont simples, posées comme ça, mais en même temps, il se passe quand même autre chose. C'est pas simplement une fixation comme ça. Oui. Je sais pas, figé, c'est bien entendu, à un moment donné, c'est un document qui est là, oui, l'image est stoppée. Je sais pas trop comment répondre à ta question. Je vois pas des choses figées. Comme ça, vas-y. Je pense que la plupart de tes images sont réellement figées de par l'image, automatiquement, mais elles racontent un passé ou peut-être un avenir. Oui, c'est ça. Voilà. Oui. Donc le temps est là, quoi. Oui, le temps est là. Oui. Parce que par exemple, dans une image comme ça, ce sont des éléments de. Alors, ce sont tous ces éléments, c'est des éléments qui ont cette taille à peu près, et c'est des éléments
c'est des déchets industriels Voilà, qui oui. proviennent de tables de découpe Voilà, ça, oui. plasma. Mm. Et en somme, c'est toutes les étincelles qui se mettent dans un coin et qui créent des stalagmites. Voilà, c'est ça. En ça, elles ont aussi une histoire par le travail de l'humain dessus. Et donc, toi, tu vas les remettre, tu nous les montres, c'est un déchet que tu, entre guillemets, que tu magnifies pour nous remontrer ça et que tu mets même sous cloche. C'est en ça que je dis qu'il y a des aspects comme des espèces de blocage. On arrête ça peut-être pour montrer ça. Voilà. Moi, ce qui m'intéressait aussi, pour moi, ce ne sont pas des déchets, c'est ni du métal ou quoi que ce soit, ce sont des petites montagnes. Oui, alors oui, c'est ça. Alors ça, voilà. Après, c'est autre chose. C'est l'aspect poétique aussi. C'est d'abord ça qui t'intéresse, la métaphore, en fin de compte. Voilà. Et d'ailleurs, il y a un titre qui n'a pas été mis parce que le cartel est très long, je crois. C'est On entendait au loin des chants, mais pas que celui des oiseaux. Voilà. Donc, c'est aussi une théâtralisation de l'espace, de ma vision des montagnes, de mon exploration de ces montagnes qui sont toutes petites, avec aussi des effets de lumière, un faux triptyque oui, j'ai vu, que j'ai laissé exprès. Faux triptyque avec un espèce de décalage, comme ça, je regardais ça, je disais, mais alors oui, mais il a fait exprès. Et c'est ça, c'est très intéressant comme image, parce qu'en fin de compte, à un moment, on se dit, mais c'est décalé, il y a un problème. Puis en fin de compte, on regarde au niveau du tirage, on regarde le bord, on dit, bon, le bord, il est net quand même, donc il n'y a pas de problème. Oui. Donc, il y a une espèce et ça crée effectivement un décalage dans la vision, comme ça. Au lieu d'avoir une vision qui soit simplement complètement linéaire. Comme ça. C'est un faux panorama. Souvent aussi, quand je photographie des végétaux, des fois je laisse des ficelles dans l'image qu'on voit très très peu, mais ça me semblait important aussi, on pourrait très bien les enlever, les retoucher aujourd'hui. Ce qui est important, c'est de montrer la démarche, de montrer la construction, d'être dans la construction de l'image aussi. Aussi, tout à fait. D'accord. Oui, comme des plasticiens laissent des faux traits, des coups, voilà, veulent montrer l'image en train de se faire. Voilà. Ok. Une fausse réalité aussi. Des interventions. C'est un peu, ça tombe comme ça un peu. Oui. Qu'est-ce que vous vouliez dire en disant des ficelles dans les fleurs? Je n'ai pas compris ce que vous vouliez dire. Alors, ça va être trop long à la chercher parce qu'il y a beaucoup d'images. J'ai photographié dans l'espace sur une table blanche en suspension des branches d'arbres avec du lichen. Et elles sont légèrement suspendues dans l'espace. Et elles sont donc suspendues avec des ficelles. C'est un artifice connu des photographes, des cinéastes. Voilà. Et j'aurais pu retoucher ces ficelles, mais je les ai laissées parce que je trouvais que ça faisait vraiment partie de cette mise en tension de la branche. C'est une matérialisation de cette branche qui ne peut pas voler, qui ne peut pas être figée dans l'espace par la photographie, en tous les cas avec mes moyens. Et voilà, c'est une réalité que je trouvais du coup un peu plus poétique et amusante aussi. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Alors on a parlé de la lumière, on a parlé de la série, on a parlé du temps, voilà, et la couleur. Alors que ton rapport à la couleur, parce qu'on a un rapport là avec la lumière, un rapport très dense à la couleur, et là on a un rapport plus neutre, mais bon, c'est peut-être la série qui veut ça. Presque monochrome. On est sur des eaux, il y a très peu de couleurs. En même temps, il y a énormément de variétés. Voilà. Alors, la couleur. En argentique, je détestais la couleur parce que c'était les supports qui me plaisaient pas du tout. Donc, je faisais plus du noir et blanc. Et puis, l'avantage du noir et blanc en le faisant soi-même aussi, c'est qu'on a les mains dans la chimie. Voilà, il y a quelque chose de sensuel qui a totalement disparu dans la photographie, entre guillemets, numérique. Même ce qui compte, c'est ce qu'il y a au mur, bien sûr. Mais bon, on ne touche pas les appareils photo, on ne touche pas les écrans, on ne touche pas les tirages. Tout est interdit dans la photographie numérique, en somme, et dans le tirage. Déjà dans la photographie, je trouvais que par rapport à la problématique de la photographie par rapport à la peinture, je trouvais que c'était déjà quelquefois la distanciation, justement. Oui.
Aussi, oui. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, dans le numérique, tu as une distanciation qui est... Ouais. Voilà. Et pourtant, les tirages en digigraphie, donc pigmentaire, sont on ne peut plus proche de la peinture. Oui. Voilà, de par le dépôt du pigment sur une surface, Mm. et qui est une surface affleurante, quoi. Oui. Et donc moi, je me suis peut-être mis à la photographie couleur grâce au numérique. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, on a des supports que je trouve extrêmement sensuels. Oui. Voilà, surtout quand on met pas de verre. Donc du coup, ça devient un peu dangereux aussi. Mais on voit la différence entre ces supports derrière qui sont sous verre. On n'a pas du tout la même, je trouve, la même émotion qu'avec les autres. Il n'y a pas la même finesse. Le verre, même c'est pas du verre muséal, mais même si on mettait un verre muséal, j'ai fait l'essai récemment, c'est pas du tout pareil. Ça devient une photographie. Là, on est un peu entre les deux. Alors, mon but n'est pas de ressembler à la peinture ou de faire croire que c'est de la peinture, bien au contraire. C'est toujours quelque chose qui me gêne quand les gens me disent « Ah, mais c'est de la peinture ». Ça n'est pas, non, c'est de la photographie. Voilà. On revient au vieux débat photographie et peinture. C'est quelque chose qui traîne. Oui, mais souvent, il m'arrive dans des musées de me dire bon, c'est une photographie, et en somme, plus je m'approche et je découvre que c'est de la peinture, et j'aime bien aussi c'est notre rapport comme ça. Oui, c'est ça. Oui, cette espèce d'échange et de croisement. En tout cas, de toute façon, dans la conception, effectivement, les chemins sont pas éloignés, en tout cas dans la conception. Mais non, parce que, forcément. Et non, et ça serait dommage qu'ils soient éloignés, justement. Je crois que l'un et l'autre, que ce soit la peinture ou la photographie, c'est une histoire de regard. Le paysage existe aussi parce que le paysage existe parce que la peinture existe aussi. C'est aussi un regard d'individu sur le paysage. C'est l'invention du paysage, c'est la peinture. Ça, j'aime bien cette idée. Des interventions, non? Alors, j'en fais un tout petit peu, pas depuis longtemps, et pour moi c'est très difficile de faire du portrait, parce que je trouve que, comment dire, c'est des grands moments émotionnels. Alors, photographier quelqu'un, c'est pas un problème, on peut le photographier comme un objet, c'est-à-dire techniquement, la photo sera parfaite, mais il se passe rien dedans. Et je regarde Philippe parce qu'il a fait beaucoup de portraits, Philippe, et où il faut qu'il se passe quelque chose dans les portraits. Et quand j'ai l'occasion de faire un portrait et que la personne donne quelque chose, et que j'arrive à le prendre à ce moment-là, moi, après je suis épuisé. C'est quelque chose qui me met dans un état de fatigue et d'émotion qui est très très important. Et, pour faire une petite citation, Baudelaire disait que dans la photographie, le portrait justement, le sujet fait la moitié du chemin. Donc c'est quelqu'un, et ça m'est arrivé de photographier des gens qui avaient des gueules pas possibles, donc qui étaient aussi intéressants physiquement, on aurait pu avoir une image extraordinaire, et je les ai jamais tirés parce que la personne ne s'est pas livrée, ou j'ai pas réussi à l'amener sur un chemin où la personne était à l'aise. Donc j'ai refait des portraits il y a 6-7 ans à peu près. Voilà. Mais il y en a pas dans le livre, et je suis très discret là-dessus. Pensez-vous qu'il y a un avenir dans la photographie actuellement? Bien sûr. Oui, non mais bien sûr. C'est une question qu'on aurait pu poser quand la photographie est arrivée, on aurait pu poser cette question au peintre. Donc oui, bien sûr. Et puis il y a des jeunes là-bas, il faut... C'est justement pour ça que je pose la question, parce que comme vous disiez que plus personne chez Bugatti vous demande à faire une photo, on se débrouille autrement. Les gens font autrement. Oui. Quand je disais tout à l'heure, qu'est-ce que je disais tout à l'heure, non, les gens font autrement. Après, c'est aussi des problèmes économiques. Il y a eu des crises, il y a eu 2008, des crises économiques.
Et puis les gens ont commencé à faire attention. Et puis aujourd'hui, on a des supports qui sont plus faciles en utilisation. Moi, je pense demain, pour un jeune photographe, c'est pas juste faire de la photographie. Il y aura toujours des photographes qui seront quelque part un peu des élus et qui gagneront très bien leur vie. Mais ce que moi j'ai connu dans les années 80-90, ça, je pense que la page est définitivement tournée. Mais la photographie, justement, la photographie a quand même de beaux jours devant elle, parce que en tant qu'acte de création, parce qu'effectivement, même dans ce flux, justement, à cause de ce flux qui est incessant à l'échelon mondial, je crois que justement la démarche d'un photographe et la démarche de création d'un photographe se justifie d'autant plus. Le tri va se faire. Et le tri va se faire, et le tri se fait. Et même dans le flux, le tri se fait. Parce que je suis sûr que dans le flux, prenons vraiment le flux faisons défiler devant tout le monde en continu un certain nombre d'images. L'image du photographe, véritablement du photographe, d'un créateur, d'un artiste photographe, forcément, elle est repérable tout de suite. Forcément. Dans le flux, même dans le flux, elle est repérable. Enfin, je crois, à mon avis. Oui, il y a toujours moyen d'émerger, bien sûr. Après... Parce que toutes ces photos-là, ce que je veux dire aussi, toutes ces photos-là, et on le voit aujourd'hui, c'est-à-dire que aussi, on est presque dans le cadre de la publicité, quoi. Toutes ces photos dans le flux, ce ne sont que des déclinaisons de déclinaisons, de déclinaisons, de déclinaisons. Mais comme tu disais tout à l'heure, c'est comme si on faisait des déclinaisons, de déclinaisons, de déclinaisons du radeau de la Méduse, quoi. D'ailleurs, bon, on sait qu'il y a le radeau de la Méduse, il est là. Donc il y a quand même quelqu'un à un moment qui l'a fait, ce radeau de la Méduse. Les déclinaisons n'ont aucun intérêt, quoi. Oui, bien sûr. On est comme beaucoup dans tous ces flux, dans tout ce qu'on a en termes d'image aujourd'hui, dans toute l'image qui nous submerge partout. Ce ne sont, quand on regarde bien, ce ne sont que des sous-images, déclinaisons, machin. Voilà. Et c'est pour ça que ces images-là, qui sont photographiques, qui relèvent véritablement de la création et d'une démarche et d'un imaginaire, elles ont leur véritable place, et on les perçoit rapidement, enfin assez rapidement, je crois. Moi, je pense que il y aura toujours d'un côté l'image parfaite techniquement, oui, et de l'autre côté, on aura toujours besoin de ceux qui savent raconter des histoires. Je pense à des gens comme Sarah Moon, voilà. On aura toujours ce genre de photographe. Donc, il y a la place pour... Voilà. Bien sûr. Pour les deux côtés, oui, d'ailleurs. Il y a la place pour les deux côtés, oui, mais les images qui sont dans le flux et tout ça, elles n'existent pas sans les créateurs. Elles ne peuvent jamais exister sans les créateurs. Donc, il y a toujours la place de la création, de la recherche, la place du poète, la place de quelqu'un qui est capable d'envoyer ailleurs, et à travers une image toute simple, avec peu de moyens, avec beaucoup de moyens, mais qui est capable de te faire rebondir, quoi. Voilà. Je suis d'accord avec ce que vous dites. À une nuance près, c'est que j'ai aussi remarqué que dans les entreprises, on parle des entreprises et de jeunes photographes qui pourraient émerger, c'était le sens de votre question en partie, et devenir, enfin peut-être avoir une carrière et en vivre tout simplement. Je pense qu'il y a un autre problème aussi, c'est quelque part pas l'absence de culture dans les entreprises, mais de culture d'image. Je trouve que le niveau a baissé aussi. Et j'ai quand même souvenir d'un enthousiasme quand on venait chez un client il y a encore 20 ans, où sur un coin de table, comme ici avec une feuille de papier, on dessinait une idée, on faisait un croquis d'une idée, et le client disait « Banco, on le fait », avec des moyens qui étaient des moyens importants. Aujourd'hui, ça ne se... Enfin, si, ça existe, mais ça fait très longtemps que je ne l'ai pas rencontré professionnellement. Donc il y a ça aussi, c'est l'ensemble. Tout le monde aujourd'hui est photographe, tout le monde est chanteur. C'est ce que je dis toujours, c'est les 5 minutes de célébrité d'Andy Warhol, sauf que ça dure des fois un peu longtemps, quoi.
Donc moi, j'ai souvent des clients, par exemple en architecture, qui mélangent des photos réalisées avec leur iPhone avec mon travail. Donc moi, c'est un truc que je trouve effarant. Et c'est des clients qui ne voient peut-être pas mon travail. Je n'ai pas compris ce que tu disais là. Des clients qui font sur le même chantier des photos avec leur téléphone et dans la parution mettent leurs photos réalisées avec un téléphone en même temps qu'un travail qui est réalisé dans les règles de l'art de l'architecture. Alors je parais vieux jeu, mais voilà, et c'est pas du tout des images complémentaires, on est dans ce fameux flux où voilà, presque de copier-coller, où chacun vide sa carte sur la carte de l'autre, et ça donne ça. Mais là, il y a un problème aussi, il n'y a pas forcément la recherche de l'esthétique qu'on cherche. On cherche à vendre, on cherche à la démarche commerciale. Et surtout, je pense que la question que l'on se pose aujourd'hui, c'est du fait que maintenant, la photographie, elle coûte rien, quoi. Donc c'est le fait que ça s'est démocratisé, que tout le monde est en capacité de faire une photo, parce que moi je sais que mon père était un photographe amateur et j'ai toujours vu il y avait l'économie de la photo, parce qu'on savait que quand on faisait un tirage ça coûtait cher. Donc maintenant c'est plus la même chose, puis les images sont virtuelles, donc en fait il y a une sorte de banalisation de l'image. Cependant il y a quand même toujours des photographes qui se distinguent, donc ça veut dire que il y a forcément à la fois le monsieur tout le monde qui fait de la photographie qui est forcément de qualité, puisque les outils sont là, parce qu'on peut les corriger, parce qu'on peut les recadrer. Cependant, il y a quand même des gens qui arrivent à faire quelque chose comme vous, où on s'attarde devant la création, parce que je ne suis pas sûre qu'on pourrait mettre dans une galerie toutes les photos qui sont prises tous les jours. Enfin, ça n'a aucun sens. Donc il faut se dire qu'il y a quand même l'esprit de création, les artistes, ça existe toujours. Il y a de bons professionnels qui sont au service des entreprises, mais ce n'est pas forcément ce qui est attendu par l'entreprise, d'avoir une démarche de créateur. Et après, on le voit par contre sur des très beaux catalogues, comme ça a été dit, là où on sent qu'ils font appel à des professionnels, ça se voit immédiatement. Quand on va sur le luxe. Voilà, dans le luxe. Oui. Et autrement, le reste, finalement, puisque ça se vend et que finalement, on est tous il y a beaucoup de choses dans l'instantané aujourd'hui, on est habitué à descendre dans la qualité, où on est souvent plus dans ce qui nous entoure, je ne sais pas dans la médiocrité, mais enfin, on est plus dans la banalité et on ne recherche pas forcément l'objet unique, précieux, qui a un vrai sens. On peut se contenter de choses un peu plus communes, quoi, parce que il y a beaucoup de choses qui nous entourent, mais c'est pour ça qu'en fait, nous, en tant que responsables de la culture, il faut lutter contre ça. Il faut se dire, il y a des choses de qualité. C'est pas la même chose de voir une pièce de théâtre boulevard et avec une pièce qui a vraiment du sens. Donc, mais par contre, c'est à nous qui défendons la culture de pouvoir défendre ça. Mais je suis d'accord, mais c'est véritablement défendre la culture. Et là, ce débat-là a déjà eu lieu il y a très longtemps. Mais c'est vrai qu'on a glissé, et Deleuze en parlait, des gens comme ça, mais on a glissé effectivement sur une culture de masse, de consommation, une culture de loisir, et c'est pas la culture. Oui, alors c'est ça. C'est bien, mais c'est pas la culture. Le divertissement. Le divertissement, voilà. Et c'est un peu ça que je veux dire, on pourrait dire, la photo de tous les jours qu'on prend comme ça avec son téléphone, j'en fais des centaines aussi, c'est pas de l'art. Donc c'est un peu le divertissement de la photographie, alors que là, l'artiste, comme ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quand même autre chose, une vraie recherche, un vrai travail. Je mettrai à part le travail là, qui est un travail vraiment personnel, qui n'est pas une commande. Oui. Je crois que la question se situe autour des commandes et du professionnalisme. Mais aussi, je pense, je parle de monopoliser la parole, mais je pense qu'il y a il y a parfois des entreprises qui font appel à des très bons photographes. On le voit tout de suite, en fait. On le voit, la photo. Je pense que même Maxime pourra en parler, lui qui est photographe professionnel. Merci. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui se dit. Alors, je vais pas. Mais tu as le droit de pas être d'accord. Ouais, tout à fait. Mais je pense que le média, que ce soit avec un téléphone portable, que ce soit avec ta chambre, ton 6.6, ton 7, c'est pas ça qui fait le photographe, en fait. Non, mais il y a le regard. On est bien d'accord, c'est ce qu'on a dit. Et en fait, ce que tu dis, tu fais des photos d'art, Claude.
Oui, je sais, mais voilà, c'est pas. il y a un regard en fait, il y a un regard. Il y a un regard, mais ce regard que le grand public, tout le monde peut l'avoir dans la photographie. Et aujourd'hui, le combat est perdu en photographie, clairement. Se dire que le photographe, l'amateur, le machin, c'est plus possible pour le photographe parce que dans le courant de pensée, tout le monde est photographe. Et tu l'as dit à juste titre, tout le monde est chanteur, tout le monde est photographe. Et en fait, le professionnel, Philippe le sait bien, tu pourras lutter et expliquer que tu as une vraie vision, que tu vas pouvoir apporter des choses, ça n'a quasiment plus de valeur. Aujourd'hui, c'est très dur. Et c'est pas bien ce que je dis là pour les élèves de la Providence, et j'en ai conscience, mais c'est mon ressenti. Ça devient très dur de se vendre en tant que photographe professionnel. Ça devient même... Parce qu'en fait, ton propos était assez juste sur le fait que tes clients prennent des photos faites avec l'iPhone et machin. Parce qu'en fait, ça trahit clairement ce que je ressens, c'est qu'il s'en moque complètement que ça soit fait avec machin. Pour lui, sa photo, elle est mieux que la tienne, voilà, parce qu'il va voir un truc, il va avoir un feeling qui sera meilleur parce que aussi c'est la sienne, et ça lui posera aucun problème de la mixer avec une photo d'un photographe professionnel qui aura fait une Watch-and-Flung, qui aura redressé les perspectives, ça lui posera aucun problème. Et c'est très... aujourd'hui, je pense que, mais je peux me tromper, mais le photographe ne peut plus lutter contre ça. Voilà, c'est un combat qui est perdu. Donc, soit tu arrives à faire des bonnes photos en mettant ton cœur, ton âme, ton senti, ta vision, ta lumière, elles sont appréciées ou elles ne le sont pas, mais tu es confirmé un petit peu dans cette démarche. Mais n'empêche qu'il y aura toujours des photographes qui vont sortir du lot et qui vont se vendre. Et encore heureux, ça signifie vraiment qu'il y a, Marilène le disait, avec le temps, les choses, les bons finissent par monter, parce que à un moment la photo elle te touche, tu vois, il y a des gens ils vont dire ok, ouais, là il se passe un truc, mais le flux dont parlait Manu tout à l'heure fait que si tu regardes un Instagram, si tu regardes un Facebook, en fait t'es noyé, ça devient c'est très difficile de détecter une bonne... mais je peux me tromper, hein, mais c'est très dur de sentir une après, bonne image. Il ne faut pas non plus se tromper de lieu. Parce que tu parles d'Instagram, je parle des flux et tout ça, mais aujourd'hui, rencontrer de la bonne photographie, c'est d'aller dans un lieu de la photographie et un lieu d'exposition. Donc c'est une démarche purement c'est une démarche véritablement culturelle. Mais si tu en parles au niveau professionnel, voilà. Si je parle au niveau professionnel, comme c'était le cahier des charges et votre question, au niveau professionnel, c'est dur d'avoir des billes. C'est dur d'avoir des billes. Ouais, bon, après, on a des anciens élèves là, qui se démarquent justement et qui travaillent comme tu l'as fait dans ces domaines et ils s'en sortent très bien, ils gagnent très bien leur vie. Tout à fait. Donc, Organise, il faut rester optimiste. Il y a toujours des photographes qui fonctionnent bien, qui font de très belles images de qualité très professionnelle. Bien sûr. Oui. Donc on est assez d'accord. Oui, je l'étais avec toi. Mais je voyais bien que tu tiquais. Ça fait quelques fois que sur les propos, j'ai bien senti que ça te plaisait pas. Après, il est vrai qu'on peut... c'est un grand débat en fait tout ça. Hein. On peut discuter pendant 2 heures là-dessus. Et ça ne concerne pas que la photographie. Non, ça concerne la création et l'art en général. Ouais. Mais la photo, c'est tellement... En fait, on a une explosion sur les 20 dernières années qui fait qu'on a tous un très bon, ou en tout cas un bon appareil photo dans la poche. C'est sûr. Et le peintre posera son chevalet, prendra ses couleurs, il y aura une notion liée au matériel. Le photographe, on va faire un pop-up et je vais pouvoir immortaliser l'instant. Voilà. Oui, puis tu vas pouvoir faire 200 photos et en choisir une sur 200. Et forcément, tu en auras une qui ne sera pas trop mauvaise. Merci Manu. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Ça, un pur coup de chance. Oui. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est ça. C'est que c'est ça. Et donc, c'est la possibilité technique aujourd'hui, effectivement, d'avoir. Et c'était toute la difficulté de l'époque argentique, parce qu'à l'époque argentique, tu faisais pas 200 photos, puis au développement. Et le rapport au temps. C'est un rapport au temps qui est complètement différent. Le rapport au temps, c'est-à-dire que tu disais à ton client, oui, les photos, vous les aurez dans 3 semaines. Aujourd'hui, je dis ça à mon employeur. Je lui dis, écoutez, vous aurez les photos dans 3 semaines. C'est impensable. T'es licencié dans l'instant. Peut-être pas, mais j'ai quelques heures pour fermer mes cartons. Moi, quand j'ai des amis qui me posent la question, Stéphane, t'es photographe, qu'est-ce que tu me conseilles comme appareil photo? Je leur conseille un téléphone. Ben oui. C'est évident. Oui. Aujourd'hui, c'est évident. Et les constructeurs d'appareils photo ont très bien compris. Ils ont arrêté de faire des appareils photo au grand public.
C'est un marché qui s'est effondré au détriment du téléphone. Et quand il m'arrive de donner de faire des interventions avec des jeunes élèves, je leur explique que je suis un vieux photographe et que j'ai travaillé en argentique. Et tout à l'heure, quelqu'un disait quand on faisait une photo, ça coûtait des sous. On vérifiait la photo, la prise de vue avec des Polaroids. Un Polaroid, c'était 10 francs, 1,50 €. Et il fallait en faire plusieurs avant pour bien contrôler la lumière et être sûr d'avoir dans la boîte la bonne image. Donc, avec cette, entre guillemets, culture que j'ai liée à la photographie argentique, j'ai continué en travaillant au numérique de la même façon, quelque part. Et puis, passer 5 heures devant un écran avec des logiciels pour corriger des choses, c'est pas quelque chose qui me passionne. Et puis, le fait de dire que j'ai bien posé ma lumière avec les bons moyens, avec entre guillemets de l'intelligence, sans prétention, hein, je crois que c'est valorisant. Voilà. Alors, je me souviens d'avoir visité l'atelier et il y avait un cabinet de curiosité incroyable. Oui. J'imagine que c'est toujours le cas. Et ça a empiré. Et ça a empiré. Et donc, oui, il y a cette fascination autour de l'objet, de leurs histoires. Ouais. Parce que les élèves ne connaissent pas trop ton univers, mais voilà, c'est important de savoir que voilà, il y a ce rapport aux objets qui est vraiment très présent dans ta vie. Qui est présent en permanence. La dernière fois que je suis venu ici, en repartant, j'ai récupéré des choses par terre. Donc c'est un travail du quotidien. On récupère des pièces dont on ne sait pas toujours ce que ça peut donner. Moi, j'appelle ça ma matériothèque émotionnelle, c'est-à-dire que j'ai rangé des choses et ces choses, un jour, sortiront dans une image, une vanité ou des choses comme ça. C'est des choses qui se construisent. Et ce qui, moi, m'anime le plus dans mon métier, c'est la photographie, bien sûr, mais c'est surtout m'émerveiller de choses qui sont des choses absolument anodines. Et alors, à quel moment ça devient une série et un nombre? À quel moment on peut, par rapport aux objets, parce que si tu glanes des objets comme ça, tu vas les mettre de côté, tu vas mettre des collections, ouais. Et à partir du moment où, à partir de quand ça devient série, collection, et que ça, et du coup ça peut être présenté sur un mural en fin de compte. Alors il y a toujours la rencontre avec un objet, certes. Ça peut être n'importe quoi, hein. Une feuille, tu le vois dans le bouquin. Et après, l'idée de la série, elle se crée, c'est d'aller vérifier la chose. Je ne sais pas trop comment l'expliquer. C'est vérifier, c'est un chemin qui est fait. Et puis à un moment donné, je pense que je mets ça entre guillemets, hein, j'espère avec modestie, mais l'œuvre qui est accrochée au mur, c'est la quantité. C'est horrible de dire ça, parce qu'on parlait de flux tout à l'heure, on les critiquait. Mais quand on regarde, pour les gens qui connaissent le travail des Béchers, c'est le travail sur les châteaux d'eau, entre autres, ils ont fait beaucoup de choses. Mais quand on regarde, quand on isole une photo des Béchers, c'est pas terrible. C'est pas transcendant. Non, voilà, il fait pas très beau, c'est un plan... C'est documentaire. C'est totalement documentaire. C'est de la photographie documentaire, et c'est génial. Oui. Et quand on regarde l'œuvre des Béchers et qu'on voit un mur avec 30 châteaux d'eau, moi, ça m'interpelle. Oui. C'est énorme. Oui, c'est ça. Donc, je suis certainement sous influence et de la peinture et des Béchers dans la notion de série. Et quelque part, par rapport au temps, par rapport à la fuite du temps, par rapport à tout ça, est-ce que c'est pas quelque chose, justement, la série ne devient pas un élément rassurant? Parce qu'il y a quand même une angoisse derrière sur le temps et sur l'élément unique. Et cette série, est-ce que c'est pas, dans la construction, quelque chose qui peut être rassurant? Je pose la question comme ça parce que ça vient tout de suite. Oui. Tu veux dire par là que je collectionne un peu les choses aussi Oui, c'est un peu la question du collectionneur aussi. Est-ce que c'est quelque part par rapport au temps qui passe, par rapport à la vie, par rapport à la mort, est-ce que c'est pas une façon de se rassurer, de s'appuyer sur le monde? Peut-être. Voilà. Peut-être. C'est le quart d'heure de psychanalyse. Oui, le quart d'heure de psychanalyse. Voilà. Non, mais effectivement, voilà. Peut-être.
Et en même temps, moi je le lis comme ça, je lis la série comme ça, et en même temps aussi, dans les séries picturales plutôt, c'est aussi une façon de montrer et remontrer et continuer à montrer la démarche. D'être dans montrer, et remontrer, d'être toujours dans cette démarche de création. Et le fait de multiplier, voilà, c'est ça. Et alors, pour peut-être répondre à ta question, les séries, à un moment donné, ça m'embêtait d'en faire. Et à un moment donné, aussi, je suis obligé d'en faire. C'est un peu de l'ordre de la thérapie. Voilà, je suis aussi obligé d'en faire parce que j'aime ça, quoi. C'est sur un rapport esthétique aussi, qui est purement esthétique. Hein, Mais oui, parce que les séries, parce que en peinture, moi je pense toujours à une série, par exemple une série de Warhol. Warhol adorait la série. Il était un grand, voilà. Mais dans une série, il y avait, par exemple, la série je pense à la série de la chaise électrique. Il y avait une narration qui était super intéressante dans cette série. C'est-à-dire qu'on a la chaise électrique qui est sérigraphiée normalement, et plus il avance dans la série de cette même chaise électrique, plus le châssis se bouche, plus l'image devient bouchée, pour à la fin arriver à l'état pratiquement de mort, où il n'y a presque plus rien. Donc il y a une double narration en présentant la chaise. Donc il y a une espèce de jeu. Est-ce que ça t'arrive de concevoir aussi des séries avec des espèces de double narration, triple narration à l'intérieur? Parce que là, par exemple, là, on n'a pas ça. On a quelque chose de complètement, d'une série qui est fixe. Et oui, voilà. Qui est totalement répétitive. Totalement répétitive. Peut-être dans la série Méliès, oui. Avec les lunes, là, avec déjà. une évolution. Ouais. Quand on arrive à raconter ça en plus, c'est la cerise sur le gâteau. Voilà, c'est un bonheur absolu. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai bien compris tout à l'heure, il s'agissait d'une table de jardin. C'est une très vieille table de jardin, oui. C'est le regard au départ, comment vous avez eu l'idée? Ah ben c'est en la nettoyant, j'ai nettoyé plus une table de jardin, je survolais une planète. Ce que je veux dire par là, la création, voilà, la création, c'est la capacité de s'émerveiller de rien. Absolument, c'est ça. C'est ça. Et d'être dans un état de poète. C'est de s'émerveiller de rien. Et voilà. Et voilà. Et là, on a l'exemple parfait à ce niveau-là qui est extraordinaire. Et en allant plus loin dans mes paysages aussi. Mes paysages, je ne vais pas à l'autre bout du monde. Je travaille autour de chez moi quand je ne travaille pas à partir de mon jardin. Dans ton jardin. Voilà. C'est-à-dire que le monde entier est contenu dans ton jardin. L'ensemble de la planète est contenu dans ton jardin. Là, même l'ensemble du cosmos, puisque le cosmos est là. Et je tiens dans ma main des montagnes. Et voilà. Quelle prétention. Monsieur voulait poser une question. Moi, j'avais une question sur votre rapport au backshots dans votre vie, parce que dans beaucoup de séries, vous avez beaucoup d'images sur fond blanc, etc. Quel était votre rapport à ce style photographique qui est finalement assez vu dans la photographie classique? Backshot, pour moi, ça fait très, très pub. Mais non, pour moi, c'est la photographie documentaire. C'est Karl Blossfeld, c'est les Bécher dont on a parlé. Je crois que vous n'étiez pas là quand j'ai parlé de ça. C'est justement le photographe qui s'efface parce que le sujet est extrêmement fort et qu'il n'y a pas besoin de mettre un fond, il n'y a pas besoin de mettre un éclairage sophistiqué. C'est l'objet. Et ici, en l'occurrence, c'est la répétition de l'objet qui crée une interrogation. Après, moi, Blossfeld, je trouve le travail absolument admirable. D'ailleurs, il n'était pas photographe pour comme nous, on a la prétention de l'être. C'était quelqu'un qui renseignait une école d'art pour que les gens s'inspirent de la nature pour créer de la ferronnerie, un travail de bois, de menuiserie, etc. Donc là-dedans, on pourrait aussi trouver plein de choses. Je pense que j'ai le même, sans prétention, j'ai le même rapport que lui, c'est la même simplicité, c'est rendre compte de ce que je vois. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais c'est vrai que le fond blanc, des fois il y a un peu de gris, machin, mais c'est isoler le sujet et le montrer pour ce qu'il est, sans fioriture. À toi ou c'est toi qui... Tu
parles des crânes? Oui. Oui. C'est les deux. C'est les deux parce que j'ai voulu faire j'ai travaillé pendant 3-4 ans sur le musée zoologique de Strasbourg, qui pour la petite histoire est fermé et va rouvrir. Et je voulais faire un état des lieux de ce musée qui est quand même qui était dans le jus. Donc avec les parquets, ces grandes vitrines, etc. Et puis à un moment donné, j'avais fait le tour de ça et on m'a donné les clés des réserves. Quelqu'un qui s'intéresse à ça, c'était un cadeau absolument génial. Et oui, à un moment donné, tu ouvres un tiroir et tu tombes sur un truc qui est emballé, ou tu ouvres une armoire et tout est emballé. Après, voilà, j'ai fait d'autres séries. J'ai fait des séries d'objets dans le formol, ou des choses dans des congélateurs, etc. Mais c'est vrai, toujours sous forme de répétition. D'accumulation aussi. Et à Arles, donc c'est une exposition. Ah, pas du tout, j'expose pas, je vais en tant que visiteur. Il serait temps. Mais je m'intéresse un peu à la photographie, mais je m'intéresse à d'autres choses qui me nourrissent peut-être autant, quoi. Voilà, on va peut-être s'arrêter là. En tout cas, merci pour cet entretien. Merci encore pour cette belle exposition. Voilà, donc qui va se terminer milieu juin. En tout cas. Merci pour tout. Merci beaucoup. Bravo.